on reprend au départ. On est donc bien d'accord que notre vulnérabilité face à cette cinquième vague tient à ces 6,5 millions de personnes de plus de 12 ans qui ne sont pas vaccinées, et en particulier les plus âgés? Alors, pas tout à fait. Alors d'abord, on n'est pas, on ne va pas observer la cinquième vague, on est dedans. On est déjà en plein dedans. C'est le principe de l'exponentielle, c'est il y a un mois. On est d'accord. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, on oublie les 0-11 ans qui ne sont pas vaccinés. Et dont on sait maintenant pertinemment qu'ils sont des vecteurs de la contamination majeure. De la contamination, mais ce ne sont pas eux qui vont se retrouver dans les services de réanimation. Heureusement, non. Ça, on aura le débat sur Parce que c'est ça le sujet, on est d'accord. C'est pas la contamination en tant que telle. Alors, je vais me permettre, non, parce qu'il y a la Covid longue. Et parce qu'il y a. Eh oui, ça s'appelle un flashback. Et oui, et puis parce qu'il y a les risques au long terme du virus. Les risques au long terme du virus. Ces images cérébrales très inquiétantes qui vous font des images d'Alzheimer. Moi, j'ai pas envie que mon gosse de 13 ans ait des images d'Alzheimer dans le cerveau. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas se. Alors, prenons quand même d'abord la question de l'engorgement des hôpitaux de toute façon, on se focalise et des services d'urgence. C'est un choix qui a été fait sociétal et politique. Mais je pense qu'il va falloir qu'on y revienne quand même. C'est pas les enfants qui vont évidemment encombrer les hôpitaux, heureusement. Mais par contre, ce sont des vecteurs. Donc ensuite, comme vous l'avez noté, 35% des patients en réanimation ont moins de 60 ans. Je voulais juste citer un passage rapidement de votre ouvrage, donc dans lequel vous dites de bout en bout, cette crise aura révélé une dérive autoritariste du pouvoir exécutif. La tendance est mondiale et procède bien entendu de ce caractère d'urgence et de la nécessité de coordonner les actions publiques et privées. Donc, effectivement, on observe une collusion mondiale, de ce que j'en vois et j'en comprends, sans précédent entre donc, des représentants publics, dont Madame von der Leyen, que vous venez de citer avec ses conflits d'intérêts, certains d'entre eux étant directement élus même, ces représentants publics, et puis donc les intérêts privés. Alors, est-ce que c'est pas un peu annonciateur quand même de la fin de ce modèle autoproclamé démocratique? Personnellement, il ne m'a jamais vraiment fasciné dans son implémentation réelle, en tout cas, donc occidentale essentiellement, donc au bénéfice d'un autoritarisme capitalistique. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à cette transition en fait en ce moment précis? Alors, là aussi, il y a de la diversité et de la complexité. Il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, on peut constater que c'est un constat assez dramatique pour moi. Si vous connaissez un petit peu ma trajectoire et mon œuvre, vous savez que je suis pas du tout un nationaliste, on va dire, pour dire les choses rapidement. Donc, a priori, moi, l'idée de monde, l'idée d'Europe, encore plus l'idée de monde, etc., ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup. Je pense qu'il est tout à fait fondamental qu'il y ait des organisations supranationales et qu'on est très loin de ce qu'on pourrait faire et d'un certain nombre de valeurs et de rêves qu'avaient les pionniers de tout ça. Mais dans le monde d'aujourd'hui, force est de constater que les institutions supranationales sont encore plus perméables à tout ce qu'on vient de décrire, en particulier à la corruption qui est organisée par les industries capitalistes. Le cas des institutions européennes est sidérant, mais ce n'est pas le seul. L'OMS. Donc, les institutions supranationales, que ce soit l'organisation européenne ou à l'échelle internationale, sont aujourd'hui, il faut dire les choses, gangrénées par les conséquences du trafic d'influence des industriels. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir mettre à plat petit à petit quand on va venir. Les gens ne sont pas capables aujourd'hui, évidemment, et puis ça ferait trop de dégâts. Il y a trop de gens qui, tout d'un coup, qui ne sont par peur de sanctions, par incapacité à se remettre en cause, par volonté de ne pas se dédire, etc., par vanité, par fierté, sont incapables de reconnaître leurs erreurs. Ça prendra du temps, ça viendra petit à petit, mais il va falloir qu'on fasse la lumière sur tout ça. Et je pense que et l'Union européenne et l'OMS, il va falloir qu'on mette à plat la façon dont elles ont été complètement sous influence des intérêts privés financiers, encore plus que les États.
Hein. Alors après, certains États plus que d'autres, parce que certains États, de toute façon, ouvrent les bras pour se marier. C'est le cas de la France notamment. Hein. C'est pas le président de la République est quelqu'un qui a, de toute façon, qui a déclaré que lui, ce qu'il voulait, c'était se marier avec le commerce pour faire profiter la Startup Nation, blablabla. Voilà. En Italie, c'est pas vraiment une surprise non plus. Hein. D'ailleurs, un ami de M. Macron, M. Draghi. Bon. Donc, mais il y a d'autres gouvernements qui ont fait autrement. Voilà, il faut rappeler ça aussi. C'est très important parce qu'un des arguments d'ailleurs de la propagande consiste à dire « Ah, vous savez, on fait ce qu'on peut et on ne pouvait pas faire autre chose. Hein. » Et c'est un argument que j'entends très très souvent. On dit « Ah oui, quand même, vous avez mauvais les pauvres, c'était dur, ils ne pouvaient pas faire autre chose. » Ce n'est pas vrai. D'autres pays ont fait autre chose. D'autres pays n'ont pas terrorisé leur population. D'autres pays n'ont pas confiné, a fortiori, sous menace de sanctions policières et pénales comme en France. Etc. Les pays, et ce n'est pas une surprise, les pays qui sont restés finalement les plus droits dans leurs bottes, quoi, les plus fidèles à un certain nombre de principes démocratiques, c'est les pays scandinaves, qui chaque année dans les classements mondiaux d'indices de démocratie sont tout en haut. Hein, voilà. Donc ce n'est pas une très grande surprise, et la France fait partie des gens qui sont au milieu et qui sont plutôt en chute, hein, malheureusement. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il va falloir mettre à plat, qu'il va falloir le faire évidemment également au niveau national. Hein. On parlait tout à l'heure des médecins, des liens d'intérêt, je rappelais l'obligation légale qui n'est jamais respectée. Et on ne parle pas, il faut que les gens voient ça. On ne parle pas de petites choses, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle pas simplement du fait que de temps en temps, un médecin est invité à un congrès, tout frais payé. Voilà. Ça arrive à tout chercheur. Moi aussi, j'ai participé des fois à des colloques tout frais payés. La grande différence, c'est que ce que je racontais à ce colloque n'avait rigoureusement aucun rapport avec l'activité de celui qui avait organisé le colloque, et il n'en tirait ni avantage ni désavantage. Bon. Évidemment, ça devient tout à fait différent, hein, si vous avez un intérêt direct. Mais par ailleurs, on n'est pas en train de parler simplement de nuit d'hôtel et d'un bon repas. Il faut regarder l'article que j'ai publié dans le Quartier Général, il faut regarder le montant total des rémunérations perçues par un certain nombre de médecins qui sont omniprésents sur les plateaux de télévision en France depuis 2 ans. Je veux dire, pour beaucoup d'entre eux, on est en train de parler de centaines de milliers d'euros. Et il y en a même un d'entre eux, je crois, qui arrive à 1,3 million d'euros dans mon tip-top, machin, voilà. On est en train de parler de ça, là. Hein. C'est-à-dire, on est en train de parler de montants auxquels un smicard ne peut même pas prétendre sur une vie entière de travail. Hein, voilà. Donc là, on est en train de changer d'univers. Et donc, quand vous avez des gens comme ça, qui après vous écrivent une grande tribune dans les médias sans déclarer leur lien d'intérêt et en se faisant les apôtres de la vaccination industrielle, en 2021 ou 2022 en France, je dis que ça pose un problème. Voilà. Je dis que ça pose un vrai problème et qu'il faut absolument mettre en place des sanctions, puisque manifestement la loi n'est pas respectée. Si la loi dit que c'est obligé de faire ça et que personne ne le fait, ah ben, ça veut dire qu'il faut mettre en place un mécanisme de sanction pour faire respecter la loi. Voilà, il faut un gendarme. Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans les relations avec les industriels, si l'État devient un partenaire ou si c'est juste le ou la mariée, évidemment, on change de nature de relation, c'est autre chose. Voilà. À ce moment-là, faut le dire, il faut que ce soit bien clair. Et puis, le jour où viennent des élections, il faut que les gens se décident en conscience. Alors, il faut espérer que la justice fera son travail. Alors, ça ne m'étonnerait pas que, parce que c'est déjà arrivé, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a des juges qui attendent qu'un certain pouvoir ne soit plus aux manettes avant d'engager des actions, parce que sinon leur travail sera plus compliqué. On a vu que Sarkozy a été rattrapé. Bon, voilà, sûrement que certaines des personnes qui sont aux manettes actuellement se feront rattraper. Il faut espérer en tout cas par la justice, et aussi tous ces soi-disant médecins qui sont en conflit d'intérêts grave, qui donnent des leçons à tout le monde. Il faut espérer qu'ils seront rattrapés aussi par la justice. Alors, en fait, maintenant que cette crise, a priori, arrive vers sa fin, hein, sur le volet sanitaire en tout cas, certaines personnes espèrent un retour vers la vie d'avant. En tout cas, c'est ce qui est promis par l'exécutif.
Alors déjà, est-ce que vous pensez que ça sera le cas, effectivement, hein, qu'on va retourner à la situation d'avant, hein, donc avant cette fameuse crise du Covid, et puis, enfin, notamment au regard de ce qui se passe, par exemple, le vote du pass vaccinal, hein, donc le pass sanitaire qui a évolué en pass vaccinal, et puis, enfin, comment dire, d'autres manœuvres de l'exécutif. Donc, certaines choses qui relevaient plus de l'état d'urgence qui sont passées dans le droit commun. Alors, est-ce que vous pensez qu'on reviendra à une situation plus ou moins normale ou pas? Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur dont les termes sont contenus dans la façon dont on pose en général la question elle-même. Il n'y a pas de retour à la vie d'avant, c'est pas vrai. Il y a certaines choses qui peuvent être annulées, mais on revient jamais véritablement au début à ce qu'on était avant. C'est d'ailleurs c'est ce que j'ai vu dans d'autres domaines des politiques publiques. On parlait tout à l'heure de mes anciens champs de recherche sur la sécurité. C'est pas vrai. On revient jamais complètement en arrière. Alors, il y a certaines mesures qui étaient vraiment exceptionnelles qui arrivent au terme prévu. Bon, prenons le cas le plus évident, l'état d'urgence. Bon, l'état d'urgence. Il y en a eu beaucoup ces dernières années. Les émeutes de 2005, il y a eu un état d'urgence, mais pas sur tout le territoire. Appelons-le la crise terroriste des années 2015-2017, il y a eu un état d'urgence, mais là aussi, bon, mais ciblé. Bon. OK. Ce que montre l'expérience dans ces domaines-là, c'est que malheureusement, on ne revient jamais à zéro quand on sort du truc. En réalité, on passe son temps à empiler des lois qui régulièrement viennent intégrer dans le droit ordinaire, le droit commun, un certain nombre des dispositions qui ont été inventées au départ pour les temps d'urgence. C'est-à-dire que le temps a été fini par banaliser un certain nombre de choses qui étaient prises sous couvert d'urgence. De la même manière qu'on voit, on voit depuis 2 ans se passer des choses en termes d'atteinte aux libertés individuelles et collectives, en termes de remise en cause du secret médical, en termes de remise en cause du consentement libre et éclairé des patients, sur l'accès aux données personnelles de santé. On voit toute une série de choses qui, malheureusement, sauf très grosses remises en cause avec effectivement des grosses affaires publiques, mais sans doute ne seront pas véritablement remises en cause, a fortiori si aucune force politique n'a à la fois l'intelligence et le courage de porter cette revendication. Or, pour le moment, moi j'entends soit des voix isolées, par-ci par-là, malheureusement plutôt à droite qu'à gauche en ce qui concerne mes opinions à moi, mais peu importe. Moi, j'essaie de mettre en suspension tout ça, évidemment, mais je constate, c'est pour dire que je ne m'en félicite pas forcément, mais je constate qu'il y a plus de voix dissidentes intelligentes chez les députés ou les sénateurs de droite que de gauche, c'est un fait. Certains des adeptes les plus niais du gouvernement actuel se trouvent au Parti socialiste, se trouvent même chez certains Verts. Enfin, c'est assez sidérant, hein, mais c'est comme ça. Bon. Et quand on a de la contestation à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, elle porte sur beaucoup de points qui sont de l'ordre de l'atteinte aux libertés individuelles ou collectives. Mais de mon point de vue, c'est très très loin d'aller aussi loin qu'il faudrait pour précisément remettre en cause ce qu'on vient de dire, ces espèces de dramatiques mauvaises habitudes, au fond, hein, qui ont été prises depuis 2 ans, de s'asseoir et de piétiner un certain nombre de protections de la vie privée, un certain nombre de libertés individuelles et collectives, et cette façon de s'habituer au fait que finalement l'urgence, elle n'est pas exceptionnelle, elle devient permanente. C'est quand même rien que ça. Est-il normal d'être en état d'urgence permanent comme nous le sommes depuis 2 ans, au point même de menacer le fonctionnement de ce qui sont des bases de la vie républicaine? Il y a quand même des gens qui disent, mon Dieu, bon, on pourrait peut-être décaler les élections beaucoup plus tard. Oh, on pourrait peut-être. De quoi parle-t-on? Oh, bah oui, après tout, si la justice peut se plus, elle le fera plus tard, etc. Voilà, non, c'est très dangereux. C'est très dangereux de faire ça. Il va falloir
remettre en cause de ça. Pour ma part, c'est sûrement un vœu pieux, hein, mais ce ne sera pas le seul, donc ce n'est pas grave. Mais pour ma part, je pense même qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Je suis, comme d'autres intellectuels, comme d'autres juristes, depuis des années, un militant de la 6e République. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette 5e République qui a été forgée à un moment donné de l'histoire pour des raisons circonstancielles, précises, taillées sur mesure pour un homme, le général de Gaulle. C'est un régime semi-présidentiel et pas un régime parlementaire. C'est un régime semi-présidentiel qui donne potentiellement, en cas de crise, et on vient de le voir, des pouvoirs tout à fait exorbitants qui ne devraient pas être donnés à des gens qui n'ont pas la capacité à gérer ces pouvoirs, tant sur le plan intellectuel que sur le plan moral. Et c'est comme ça. L'humain est comme ça. Hein. Il y a ce qu'on rêverait d'être et puis il y a ce qu'on est. Bon. Et vu ce que l'humain est, et l'expérience le montre, je pense qu'il faut beaucoup plus de mécanismes protecteurs, beaucoup plus de mécanismes séparant les pouvoirs, beaucoup plus de contre-pouvoirs et beaucoup plus de décisions collégiales, et qu'il faut au contraire se prémunir de tout pouvoir exagéré donné à un petit nombre de personnes, a fortiori à une seule. C'est extrêmement dangereux. Voilà. Donc c'est jusque-là qu'il faudrait, à mon sens, faire des remises en cause si on prétend être sérieux et tirer tous les enseignements de cette crise. C'est aussi, entre autres crises, hein, on a déjà dit, et j'ai écrit qu'il y en avait beaucoup là-dedans, il y a aussi une crise institutionnelle et il y a aussi une crise de la 5e République.